Salut à tous. La contre-proposition de l'Iran aux États-Unis est importante parce qu'elle montre que Téhéran ne cherche pas simplement à prolonger un cessez-le-feu. L'Iran a soumis une proposition en 14 points en réponse à la proposition américaine en 9 points par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais en mettant l'accent sur une fin complète de la guerre plutôt que sur une pause temporaire, selon Tasnim. Les États-Unis ont proposé une trêve de 2 mois. L'Iran, au contraire, pousse pour que tous les grands dossiers soient réglés dans un délai de 30 jours, avec des négociations centrées sur la fin complète du conflit. La proposition comprend plusieurs exigences. Premièrement, l'Iran veut des garanties contre de nouvelles attaques. Cela a toujours fait partie de sa logique et c'est une demande logique de son point de vue. Deuxièmement, l'Iran veut le retrait des bases américaines des régions voisines. C'est la même demande qu'il avait déjà formulée et c'est une exigence maximaliste, les bases américaines hors de la région. Troisièmement, l'Iran veut la levée du blocus naval. Quatrièmement, il veut une compensation. Cinquièmement, il veut le déblocage des avoirs gelés et un allègement des sanctions, ainsi qu'une fin des combats sur tous les fronts, y compris au Liban en ce moment. Enfin, l'Iran veut un nouveau cadre pour le détroit d'Ormuz. L'Iran attend donc maintenant la réponse officielle de Washington, mais je ne pense pas que l'Iran attende simplement que Trump se lasse et s'en aille. Je pense que l'Iran avance déjà. Il contrôle le trafic à la sortie du détroit d'Ormuz. Le blocus est un blocus en théorie mais pas en pratique. Ce serait autre chose si les navires américains étaient littéralement postés à l'entrée du détroit d'Ormuz, ce qui les placerait à moins de 12 000 des côtes iraniennes. Ils ne le font pas. Ils restent à 200 000 au large parce que s'ils se rapprochent, ils savent qu'ils vont être frappés. Voilà tout un blocus, assez bruyant pour un meeting électoral, mais stationné bien à l'abri de la réalité. Il s'agit donc davantage d'une question de principe. Oui, certains navires iraniens peuvent être saisis en haute mer, mais c'est de la piraterie, c'est tout ce que c'est. C'est une forme pure de piraterie. D'un point de vue politique, la seule porte de sortie de Trump consiste à lever le blocus et à reculer. Bien sûr, appeler cela de la pression maximale sonne mieux que d'admettre que la porte de sortie est la seule qui fonctionne encore. Ce qui, selon moi, va faire basculer la situation, ce sont les retombées économiques. Les marchés ne réagissent pas normalement. Si on revient à la manière dont le prix du pétrole s'est comporté pendant la Covid, le monde n'avait pas perdu 20% de son approvisionnement pétrolier à ce moment-là. Les infrastructures n'étaient pas endommagées. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement des infrastructures, il y a aussi d'autres éléments. Pendant la Covid, on ne visait pas le gaz naturel liquéfié, l'urée, et ainsi de suite. Il y a maintenant des perturbations dramatiques et importantes dans l'approvisionnement en produits de base essentiels. Pourtant, les marchés occidentaux font comme si cela n'avait aucune importance, comme si rien de tout cela n'était réel. Mais cela va avoir un impact. Quand le choc arrivera, il pourrait frapper dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Il y a eu des manipulations de marché pour tenter d'empêcher cela de se produire, mais à un moment donné, ils vont manquer de carburant. Quand cela arrivera, l'effet mondial sera dévastateur, et la vie ne continuera pas normalement. La version en conférence de presse appellera probablement cela une turbulence temporaire. Juste avant que tout le monde découvre que la turbulence a une hypothèque, une facture d'essence et aucun billet de retour. C'est cela, je pense, qui servira de catalyseur. Soit cela finira par mettre un terme à la guerre et forcera les États-Unis à accepter ce que l'Iran demande, soit les États-Unis décideront de jouer le tout pour le tout et d'attaquer l'Iran. Personnellement, je pense qu'ils vont choisir la voie de l'attaque, parce qu'ils continuent de renforcer leur force. C'est comme tendre un élastique. On tire, on tire, on tire, et à un moment donné, ils cassent. Si l'inverse se produisait, s'ils commençaient à retirer des forces et à réduire leur dispositif, ce serait différent. Mais rien n'indique cela. Absolument rien. Rien ne dit mieux, nous voulons la paix, que d'empiler davantage d'armes autour du problème et d'appeler cela de la diplomatie avec un meilleur éclairage. Le professeur Steve Hanke de l'université Johns Hopkins analyse l'Iran depuis de nombreuses années, ainsi que l'économie mondiale. Il a aussi été conseiller, membre de conseil d'administration et l'un des responsables politiques aux Émirats Arabes Unis. Son analyse est alarmante.
Il est évidemment préoccupé par la situation dans le Golfe, mais en ce qui concerne l'Iran et le reste du monde, il estime que si cela continue, le monde pourrait faire face à une dépression mondiale. C'est un très gros mot à employer. Il estime aussi que les marchés n'ont pas intégré dans leur prix la situation actuelle, encore moins la poursuite du blocus. Si le blocus continue, les conséquences seront catastrophiques à l'échelle mondiale. Il estime aussi que l'économie iranienne se porte moins bien que ce que disent les médias et que l'inflation est plus élevée. Il la surveille quotidiennement, mais selon lui, les Iraniens ont une résilience nettement plus grande que les Américains et que le reste du monde. Même si leur économie souffre, ils ne céderont pas, parce que pour eux, c'est existentiel. C'est exactement ce que nous voyons dans leurs demandes. Il y a aussi un autre rapport, je crois du Wall Street Journal, selon lequel les Iraniens prévoient de remplir tous leurs cargos et de submerger le blocus avec eux. Même s'ils ne le font pas, beaucoup de navires ne peuvent pas être interceptés parce que les États-Unis disposent d'un nombre limité de navires de guerre. Si l'Iran submerge tout le blocus avec quelques dizaines de cargos, cela pourrait devenir une stratégie viable et l'Iran pourrait la répéter toutes les quelques semaines. Les États-Unis n'ont pas la capacité de les intercepter à moins de commencer à abattre des cargos avec des avions de chasse, ce qu'ils ne feront évidemment pas. Les États-Unis n'ont pas assez de navires dans leur marine actuelle pour déployer un véritable blocus, entrer dans les ports et empêcher tout navire d'en sortir. L'Iran dispose essentiellement d'une liberté de navigation jusqu'à environ 50 000 de ses côtes, et les États-Unis ne peuvent pas vraiment faire grand-chose pour l'intercepter. Même s'ils peuvent intercepter certains navires, ils ne peuvent probablement en intercepter qu'1 sur 10. Un blocus qui fonctionne une fois sur 10, c'est le genre de mathématiques qui ne survit que dans une note stratégique avec assez de drapeaux sur la couverture. Et chaque interception crée un autre problème. Les États-Unis pourraient utiliser les destroyers qui accompagnent leurs porte-avions pour mener ces interceptions. Mais une fois que ces destroyers sont détachés pour cette mission, ils ne font plus leur travail initial qui consiste à assurer la défense aérienne des porte-avions. Ils ont à bord des missiles de défense aérienne pour protéger ces porte-avions. S'ils ne protègent plus les porte-avions, l'Iran pourrait potentiellement être en position de les attaquer et ces porte-avions n'auraient plus de défense. Il n'existe donc pas de bonne solution militaire propre pour les États-Unis sur le front naval ni sur le front aérien. Et il n'y a certainement rien de propre sur le front terrestre. Un autre développement important est l'ajout par Trump d'un partisan de la pression maximale à son équipe de négociation sur l'Iran, Nick Stewart de la FDD, la Fondation pour la défense des démocraties, Trita Parsi et d'autres ont été très critiques à cet égard. Nick Stewart a été chef de cabinet du groupe d'action sur l'Iran pendant la première présidence de Trump et il vient d'un cercle de réflexion connu pour ses positions très bellicistes. La FDD compte des figures comme Mark Dubowitz, qui a défendu cette guerre, méprise le régime et s'est opposé aux accords diplomatiques avec l'Iran. Trump vient donc d'ajouter quelqu'un de la FDD à son équipe de négociation. La FDD a passé des années à s'opposer à tout accord diplomatique avec l'Iran et à appuyer les positions militaires israéliennes. Nick Stewart a défendu la stratégie des sanctions et de l'isolement, pas celle du compromis. Les discussions étaient déjà dans l'impasse et cette nomination est un indicateur négatif. Si Trump cherchait réellement la paix, il ne nommerait pas un faucon de la FDD dans son équipe de négociation. Trita Parsi a publié à ce sujet et se montre très préoccupé. C'est comme apporter un lance-flamme à une inspection de sécurité incendie et demander à tout le monde d'admirer l'engagement. Je pense tout de même que Trump sera finalement poussé vers l'option de la négociation. Mais s'il lance une nouvelle attaque et si des avions américains osent s'aventurer au-dessus du territoire iranien, ils seront abattus. Il y aura alors des Américains capturés. Une fois que cela arrivera, combiné au plein impact économique, la pression changera radicalement. Le prix de l'essence aux États-Unis a déjà augmenté d'environ 20 $ par rapport à son niveau précédent et selon certains calculs, il a presque augmenté de 2 $. Pour la première fois, une majorité de républicains blâment Trump pour la hausse du prix de l'essence. Et ce prix va continuer de monter. Il ne redescendra pas. Le slogan « fonctionne mieux quand la pompe à essence ne répond pas ».
Jusqu'à maintenant, les Américains n'ont pas vraiment souffert économiquement, mais les signes commencent à apparaître. Spirit Airlines a fait faillite. 17 000 personnes ont perdu leur emploi, y compris des pilotes. Les autres compagnies aériennes n'embauchent pas, elles réduisent les vols. Cela signifie moins d'agents de bord, moins d'emplois dans les services alimentaires et moins d'emplois chez tous les sous-traitants qui soutiennent les compagnies aériennes. La contraction a commencé. Cette contraction finira par faire boule de neige. La combinaison des dommages économiques et des échecs militaires forcera finalement Trump à faire marche arrière. Les chiffres concernant les économies asiatiques montrent à quel point la situation peut devenir grave. En matière de réserves pétrolières, le Japon dispose de 260 jours, ce qui est beaucoup plus que prévu. La Chine dispose de 100 à 130 jours. Taïwan dispose de 100 à 140 jours, la Thaïlande dispose d'environ 1 à 2 mois, les Philippines disposent d'environ 2 à 3 mois, l'Inde dispose d'environ 1 à 2 mois, le Vietnam dispose d'1 mois à 1 mois et demi. L'Indonésie dispose de 20 jours, le Pakistan, qui tient beaucoup à obtenir un accord de paix et mène ses négociations, dispose de 3 jours. Quand cela a été publié, un analyste financier du Golfe l'a partagé en disant que la situation était en réalité pire pour le Pakistan. Il a inclus une citation de l'un des ministres pakistanais disant que le pays n'avait même pas un jour de réserve. Un membre de l'équipe a aussi rapporté qu'il y avait déjà du rationnement là-bas avec des gens qui travaillent de la maison et d'autres perturbations qui commencent au Pakistan. Donc, quand on parle de l'impact économique que cela aura sur les États-Unis, l'Asie est déjà dans une très mauvaise position. Il y a aussi la question de la quantité de dette américaine détenue par ces pays. Le Japon vend de la dette américaine à cause de l'inflation. Il est dans une position où il doit vendre de la dette américaine parce qu'il peut maintenant acheter de la dette dans son propre pays avec des taux d'intérêt plus élevés. Le Japon vend de la dette américaine et ces pays asiatiques ont beaucoup de réflexions à faire après cette guerre. La question plus large est de savoir où, dans le monde, des pays cherchent maintenant à resserrer leurs relations économiques, politiques et militaires avec les États-Unis. Les Émirats arabes unis sont un exemple évident, l'Argentine en est un autre, mais au-delà de cela, il devient difficile d'en nommer beaucoup. L'Inde allait dans cette direction. Le Japon aussi, mais il devra probablement réévaluer cette position, surtout avec la nouvelle première ministre. Beaucoup de pays européens étaient aussi alignés avec Trump il y a à peine quelques mois. Georges Simion de Roumanie, un candidat à la présidence, avait été extrêmement favorable à Trump, mais il est maintenant plus critique à l'égard de la guerre. Orbán était l'un des plus solides alliés de Trump, mais il a perdu, et même lorsqu'il parlait encore avec prudence, il était clairement très préoccupé par la guerre. Cette guerre a ébranlé beaucoup de ses relations. Apparemment, l'Amérique d'abord paraît moins rassurant quand tous les autres comprennent qu'ils pourraient être les deuxièmes à recevoir la facture. C'est pourquoi je vois l'influence des États-Unis diminuer. Ils n'exercent plus le pouvoir qu'ils exerçaient autrefois et les gens ne se rangent pas derrière eux. Le Japon se défait du dollar. Nous n'avons toujours pas vu tout l'impact économique. C'est ce qui s'en vient. Certains diront peut-être que cela a déjà été prédit et que cela ne s'est pas encore produit. Mais la meilleure comparaison, c'est The Big Short. Les personnes qui avaient reconnu la crise en formation sur le marché des dérivés et le marché immobilier s'attendaient à ce que tout s'effondre à tout moment. Mais le système était tellement corrompu qu'il trouvait sans cesse des moyens de repousser l'échéance jusqu'au moment où il s'est effectivement effondré. Puis, il a implosé et le gouvernement a dû prendre des mesures d'urgence. Cette fois-ci sera pire, bien pire que ce qui a été vécu en 2008. Cette évaluation vient de personnes qui comprennent le marché des dérivés. Le marché mondial des dérivés se situe autour de 600 000 milliards de dollars. C'est un niveau de levier incroyable. Un autre développement majeur est l'approbation par le département d'État américain de 6 milliards de dollars en ventes militaires majeures à Israël, au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Cela comprend 4 milliards de dollars en système de défense antimissile Patriot pour le Qatar, 1 milliard de dollars en système avancé d'armes de précision pour le Qatar, 5 milliards de dollars en système intégré de commandement de combat pour le Koweït, 1 milliard de dollars en système avancé d'armes de précision pour Israël,
et 150 millions de dollars en système avancé d'armes de précision pour les Émirats arabes unis. Ces systèmes avancés d'armes de précision sont des kits de guidage laser qui transforment des roquettes standards non guidées en armes guidées de précision. Cela est présenté comme une façon pour les États-Unis de renforcer simultanément le parapluie de défense aérienne au-dessus du Golfe, après que cette région a subi le plus gros des attaques iraniennes de missiles et de drones. C'est aussi le plus important ensemble régional de vente d'armes depuis le début de la guerre avec l'Iran. Mais le problème, c'est que concrètement, c'est un mensonge. Sur papier, le parapluie est magnifique. Dans une tempête, le papier a une certaine réputation. On peut examiner publiquement la production de l'intercepteur Patriot PAC-3. De 2015 à 2020, la production se situait entre 100 et 300. Pour être généreux, prenons le niveau supérieur. 300, sur 6 ans, de 2015 à 2020, cela donne 1800. Puis, de 2021 à 2024, les chiffres étaient autour de 500. En 2025, cela est monté à 600 par année. Cela porte le total approximatif à 4620. Si la production a continué à 50 par mois pendant les 3 premiers mois de cette année, cela ajoute 150 autres missiles. Environ 2000 de ce total ont été vendus à des gouvernements étrangers comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et Israël. Si on les soustrait, le nombre tombe à environ 4600. Ensuite, 1000 ont été donnés à l'Ukraine, ce qui ramène le nombre à environ 3620. Ces missiles sont capables d'intercepter seulement environ 1800 missiles balistiques, missiles de croisière ou drones entrants. Seulement 1800. Pendant la guerre de 12 jours en juin, ils en ont probablement tiré au moins 1000 au cours de cette période. Cela signifie qu'ils commençaient la phase actuelle avec environ 2000. Ils n'en ont pas assez. Ils déplacent des choses magiques sur papier. Ce sont des contrats futurs. Le vrai message est le suivant. Un jour, quand ils les construiront, ils vous les donneront. La livraison pourrait prendre des années. 2034 ne serait pas surprenant, surtout parce qu'il existe déjà un carnet de commandes en retard pour l'Europe. La stratégie est donc simple. Annoncer le bouclier aujourd'hui, le fabriquer demain, le livrer quand la crise actuelle sera devenue un documentaire. Il y a aussi le problème des terres rares contrôlées par la Chine, qui sont des ingrédients essentiels. C'est pourquoi l'annonce du département d'État relève davantage du théâtre que de la substance. Elle donne l'impression que les États-Unis renforcent la défense régionale, mais si la guerre reprend, la réalité exposera la faiblesse. Le système avancé d'armes de précision est un kit de guidage laser qui transforme des roquettes standards non guidées en armes guidées de précision. Il est fabriqué par BAE Systems et utilisé sur des roquettes de 70 mm tirées depuis des hélicoptères, des drones et des avions. Il repose sur un guidage laser semi-actif et vise des frappes peu coûteuses et précises contre des cibles légères. Il est intéressant de constater qu'il y a plusieurs commandes pour ces systèmes avancés d'armes de précision et une seule commande de Patriot. Le reste n'est pas constitué de Patriot et il n'y a rien pour les THAAD, alors qu'il n'y a qu'une seule grande commande de Patriot. Il n'existe aussi aucune preuve que certains de ces systèmes fonctionnent réellement au combat. C'est comme le Dark Eagle. Ce genre de choses rappelle ce qui s'est passé en 1978 quand ma femme et moi travaillions dans ce qu'on appelait une mission médicale au Honduras. L'homme qui l'a dirigé s'est révélé être un escroc. Il était de retour aux États-Unis pour recueillir de l'argent au profit d'un centre de maternité et de biens, être mère-enfant. Puis des lettres ont commencé à arriver d'amis aux États-Unis disant qu'ils avaient entendu parler de ce formidable centre, mais il n'y avait aucun centre. Quand nous avons dénoncé la fraude, il a coupé l'argent. Nous ne recevions de toute façon que $200 par mois, donc c'était pas comme si nous devenions riches, mais c'est la première fois que j'ai découvert que des gens peuvent simplement mentir sur des choses. Le même schéma s'applique ici. Quelqu'un annonce un grand projet, mais quand les questions pratiques sont posées, quand sera-t-il livré? Est-ce que cela fonctionne? Est-ce vraiment prêt? Les réponses disparaissent. Cela paraît formidable sur papier. C'est en phase de développement. Un contrat est signé et la livraison est promise dans 8 ans. C'est le vieux tour de magie, transformer l'incertitude en langage d'approvisionnement, puis demander au public d'applaudir le budget. Donc tout cela n'est encore que du pain et des jeux. Il y a beaucoup de choses que l'on peut débattre. Chaque médaille a deux côtés.
Mais certaines choses sont simplement des faits, et les faits ne se débattent pas. On peut débattre de l'efficacité d'un système, on peut soutenir qu'un missile semble meilleur qu'un autre missile, ou qu'un système de défense aérienne semble meilleur qu'un autre système de défense aérienne, selon la personne à qui l'on parle. Mais on ne peut pas débattre de la capacité de production et des chiffres publics, ce sont des faits. On ne peut pas débattre du missile hypersonique que les États-Unis déploient en Iran, on ne peut pas débattre du coût de production qui est d'environ 40 millions de dollars, c'est insensé. Si on le compare au système chinois et russe, le système américain coûte environ 40 millions de dollars. Le Kinzhal russe coûte environ 4 à 10 millions de dollars et le Zircon coûte environ 5 à 6 millions de dollars. Le système chinois coûte environ 10 à 20 millions de dollars. En matière de capacité de production, les États-Unis peuvent en fabriquer 12 à 24 par année, soit 1 à 2 par mois. La Russie peut produire environ 80 zircons par année à elle seule. La Chine peut en produire des centaines par année. Cela veut dire 12 à 24 pour les États-Unis et des centaines pour la Chine. Ce sont des chiffres. Il y a les faits, puis il y a les slogans de meeting qui essaient de les distancer avec des casquettes rouges. La même logique s'applique aux banques et à la construction navale. Parmi les plus grandes banques, 6 d'entre elles et les 4 premières seraient chinoises. C'est un fait. Un autre fait est que la capacité chinoise de construction navale est plus de 200 fois supérieure à celle des États-Unis. Un expert sur ce sujet a expliqué que c'est pas seulement une astuce de mesure, ni simplement le fait de compter de plus petits bateaux, des navires de moins de qualité ou une métrique déformée. La capacité chinoise de construction navale est environ 230 fois supérieure à celle des États-Unis. C'est pas 2 fois, 3 fois ou 4 fois plus. C'est 230 fois plus. C'est plusieurs ordres de grandeur plus élevés. Ces faits restent des faits, peu importe où quelqu'un se situe politiquement. Que quelqu'un soit un partisan inconditionnel de l'armée américaine, entièrement MAGA, ou qu'il soit entièrement pro-Poutine et anti-impérialisme américain, les faits sur le terrain ne peuvent pas être contestés. Toute personne dans l'armée qui regarde ces faits devrait être préoccupée. C'est cela, la partie dérangeante, cela fait exploser un récit. Et quand un récit explose, la réponse habituelle n'est pas de ramasser les faits, mais de programmer un briefing plus bruyant. Le but n'est pas de prétendre être une personne super intelligente. Le but est d'obtenir les faits. Si quelqu'un affirme que l'Iran est le premier commanditaire du terrorisme dans le monde, alors la question factuelle est simple. Combien d'attaques terroristes l'Iran a-t-il mené l'an dernier? Combien en a-t-il mené l'année précédente? Regardez les chiffres réels, regardez les chiffres que l'Occident lui-même publie. Ce que l'on découvre, c'est que cette affirmation n'est pas vraie. C'est un mensonge, et c'est un mensonge démontrable. Mais les gens ne veulent pas entendre cela parce que ça détruit l'histoire. Ils ont un bon récit en marche, et ils ne veulent pas que les faits viennent le gâcher. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.